Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de rejeter un regard critique sur cette même actualité à travers des analyses, des commentaires et des décryptages. Alors pour ce dimanche, 4 sujets sont au menu. Il s'agit donc de la situation sécuritaire, notamment de l'attaque du poste de contrôle de police de Natiabouani à l'est de Burkina et du repli tactique de la police de Déhou. Nous parlerons en deuxième position de la crise au sein du CDP, l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Nous dirons un mot sur la conférence de presse du M21, donc qui prêche la réconciliation nationale. Et enfin, nous parlerons de l'Afrique du Sud avec la démission de l'ancien président Jacob Zuma. Autour de la table, je suis en compagnie de 3 invités. Il s'agit de Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour Zumbara. Bonjour M. Sagnon. Nous sommes également avec Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour Sagnon. Et Paul Miki Rwamba de Wara FM. Bonjour. Bonjour Sagnon et bon dimanche à tous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors vous l'avez suivi, une unité de la police nationale de Fada en mission de patrouille au poste de contrôle PK60 de Natiabouani, localité située entre Fada et Pama, a été attaquée dans la nuit du 13 au 14 février dernier par des individus non encore identifié. Le bilan, vous le savez, fait déjà d'un policier tué et de 2 autres blessés. On a retrouvé sur place plus de 470 douilles de balles, donc, qui témoignent, si on peut le dire, de la violence donc, de cette attaque. Alors, l'Est du Burkina a rarement connu des attaques de cette nature. Paul Miki. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un peu une surprise parce qu'on était beaucoup plus habitué aux attaques des terroristes dans la partie nord du Burkina. Et pour la partie est, c'était plutôt des bandits de grands chemins, des braqueurs notamment. Donc, c'est tout à fait par surprise certainement que cette patrouille de la compagnie républicaine de sécurité a été attaquée la semaine dernière justement. Mais on dénonce malheureusement, comme vous l'avez dit, un décès parmi les policiers, c'est assez déplorable. Mais on aura également constaté qu'il y a eu combat, parce que lorsqu'on regarde bien évidemment les douilles dont vous parlez, le nombre de douilles, ça dit que les combats étaient assez violents et on peut imaginer que la CRS a dû riposter vigoureusement pour limiter évidemment les débats. Donc, en même temps, ça lance un peu le débat sur la question de l'insécurité au Burkina Faso, une manière de dire que ce n'est pas seulement la partie est du Burkina, les attaques terroristes peuvent venir de la partie nord, je veux dire, les attaques terroristes peuvent venir de n'importe quelle partie du Burkina. Donc, c'est également un appel aux autorités en charge de la sécurité, notamment le nouveau ministre Clément Savadogo, de redoubler de vigilance et de doter surtout les forces de défense et de sécurité en moyens conséquents afin qu'elles puissent venir à bout de l'insécurité, notamment du terrorisme. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore vu une revendication de cette attaque de l'Est du Burkina. Il est clair également qu'il ne s'agit pas de bandits de grands chemins. Certainement, ce sont les mêmes terroristes qui étaient au nord qui ont replié vers l'Est. Donc, c'est un appel à la vigilance à tous les niveaux. Oui, Yacinthe. Oui, je pense que Paul Miki a bien souligné, en tout cas la puissance de feu qu'il y a eu et l'intensité des échanges de tirs qui dénotent un peu on parle d'une dizaine d'hommes armés qui sont arrivés. On imagine un peu l'arsenal qu'ils avaient. Pour un poste, je dirais donc de routine, puisque c'est un poste de contrôle très connu en Pama et Fada Gourma, donc vous avez des CRS qui sont là pour le contrôle de routine, qui ne sont pas forcément, donc ils ne peuvent pas s'imaginer qu'il y aurait un déluge de balles sur eux à un moment donné. Donc vous avez donc ce genre d'action-là. Et je pense que tout cela
c'est de nature à vouloir scier le moral en fait des troupes. Parce que lorsqu'on a cette puissance de feu inégalable là, face à nos troupes, on a tendance à se décourager. Mais je pense que c'est, comme il a dit au ministère de la Sécurité, de redoubler d'efforts, d'équiper conséquemment les différents statuts. Aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle de routine, il faut qu'on se le dise. Et je crois que dans leur manœuvre, les terroristes ont changé également de fusil d'épaule, puisque de plus en plus on a ces attaques-là contre les forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils viennent maintenant attaquer différents points. Et donc, tout ce qu'il y a comme poste de contrôle ou comme regroupement, en tout cas, de forces de défense et de sécurité doit être conséquemment doté de Renava et doit se dire que ça peut arriver qu'on soit à l'est ou au nord ou au sud du Burkina, partout où ces individus-là pourront donc, ne serait-ce que tenter quelque chose, ils le feront. Et maintenant, c'est une guerre qui se mène partout au Burkina et il faut rester éveillé, donc 24/24 et conséquemment doté. Vous avez parlé tous les deux donc, de matériel, d'équipement conséquent. Certaines personnes disent que les patrouilles, en tout cas de police, ne doivent plus être dans de simples pick-up ouverts. Alors peut-être qu'il faut du matériel de protection assez adapté à ce genre de situation. Oui, Dabadi. Alors moi, je voudrais d'abord féliciter les forces de l'ordre, saluer les bravos, parce qu'elles ont été surprises par cette attaque et elles ont réussi à opposer une résistance farouche, même si malheureusement on déplore un mort, dont je salue d'ailleurs la mémoire. Je pense que cette situation interpelle effectivement, au-delà des autorités, les citoyens de façon générale. J'ai le sentiment qu'on ne sait pas toujours que la situation est grave et qu'on doit changer notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, les Burkinabés, à mon avis, ne sont pas tout à fait prudents, si vous me permettez le mot. On a tendance toujours à être dans le maquis, voilà, à s'amuser comme s'il n'y avait rien, parce que pour nous, le problème, c'est au nord, ça se déroule, donc pas de problème au sud, à l'est et à l'ouest, ainsi de suite. Alors que les terroristes, comme on le dit, c'est vrai que pour l'instant, on ne connaît pas les identités réelles de ceux qui ont attaqué, mais tout porte à croire, comme certains le disent, qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Et si tel est le cas, il faut effectivement avoir peur. Donc on ne sait pas que ces terroristes-là cherchent à répandre le maximum de la terreur à travers le pays. Parce qu'il faut arriver à désorganiser le système que les forces de l'ordre ont mis en place. Et d'où ces attaques de façon sporadique, parce que ça permet à ces gens-là d'avoir effectivement plus de possibilités de se mouvoir à travers le pays. Alors, c'est vrai que certains ont parlé des moyens, j'allais dire même de nos forces de l'ordre. Il faut reconnaître effectivement qu'il y a un sérieux problème à ce niveau. Et je conçois très mal que nos forces de l'ordre puissent circuler avec des pick-up qui ne sont même pas protégés, qui ne sont ni des semi-blindés, encore moins des blindés. Et que, bon, des gens tirent sur eux comme ça. Mais c'est extrêmement terrible. Je pense qu'il faut quand même que ce soit des véhicules adaptés à la mission. Ça ne doit pas être des véhicules simples que les gens utilisent pour circuler en ville. Il faut qu'on ait des moyens vraiment, j'allais dire, à la hauteur du défi auquel nous faisons face. Et je pense qu'il faut avoir peur de ce qui vient de se passer. Ça, il faut émettre des craintes parce qu'on ne sait pas ce qui se prépare dans l'est du pays. Quelqu'un l'a dit, c'est une région où effectivement le banditisme a pignon sur rue. Et si en plus du banditisme ordinaire, vous ajoutez par exemple le terrorisme, eh bien, ça va être extrêmement difficile. Malheureusement, c'est une région qui est vaste et difficile à contrôler. Et ça peut effectivement justifier le fait que cette région soit la cible, effectivement, soit des terroristes. Et donc, ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut craindre et travailler à éviter, c'est la constitution d'un autre sanctuaire de terroristes. Parce que si en plus du nord, les gens arrivent à s'installer dans une autre partie du Burkina et mènent des attaques, eh bien, il faut dire que la situation va devenir extrêmement grave parce que ça sera difficile de les combattre véritablement. Et je pense que de ce point de vue, il faut effectivement que nos autorités déploient des moyens supplémentaires pour que nos forces de l'ordre puissent effectivement mener les missions qui leur sont assignées avec plus de sécurité. Oui, Hyacinthe. Non, juste sur le plan des moyens, bien sûr, il ne faut pas aussi s'attendre à ce qu'on dote les forces de tanks et de blindés pour se balader, pour ce qui est des missions de routine, comme celle donc, qui était celle des CRS au niveau du PK60 à Natchabani. C'est-à-dire que ça, c'est une mission de contrôle. Maintenant, il faut qu'ils aient ce qu'il faut pour pouvoir riposter quand ce genre. Parce qu'on ne peut pas
On ne peut pas, pour un contrôle de routine, mettre des gens dans un blindé. Ça aussi, il faut qu'on soit réaliste. Mais qu'ils aient les moyens conséquents pour riposter. C'est ça il s'agit. Quand tu as une puissance de feu, des assaillants qui sont capables de laisser 470 douilles donc, sur place, c'est qu'ils ont une puissance de feu qui, en tout cas, est à même ils ont détruit le véhicule et la moto donc, qui se trouvait au niveau de ce poste. Ce sont des attaques par surprise, et quand vous êtes dans un véhicule ouvert qui n'est pas blindé. Mais pour des personnes qui contrôlent, qui sont à un poste de contrôle, qui contrôlent les passants, vous ne pouvez pas les mettre dans un blindé non plus. Je ne vois pas le truc. Donc, il y a quand même c'est ce que je dis. Je pense qu'en fait, il ne s'agit pas forcément de véhicules blindés, proprement dit comme on l'a dit. Vous avez des véhicules semi-blindés qu'on peut utiliser. Si vous regardez un peu dans les autres pays, les véhicules, même des policiers, qui ne sont pas forcément des agents de combat, comme on le dit vulgairement, ont des véhicules qui protègent plus. Donc vous avez ces véhicules-là qui permettent quand même aux forces de l'ordre de se protéger davantage. Mais quand c'est nos petits véhicules, les pick-up simples, mais ça a quelle protection? Dès qu'on tire dessus avec une bonne arme, ça perce même les vitres et ainsi de suite. Et ça, c'est quand même, je pense que ça pose un problème. La mission de sécurisation n'avait pas de blindé, mais ils ont riposté et tué un assaillant. Aussi simple que ça. Ce que je veux dire, c'est que dans l'équipement, je pense que les autorités doivent penser la chose. Il faut aussi être pertinent dans l'équipement de ces hommes. De quoi ont-ils besoin le plus sur le terrain? C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que là, c'est la puissance de feu. Il faut qu'ils aient une puissance de feu à la hauteur de ce qui est en face. C'est d'abord ça. Et je pense que le cas de Déo est assez pertinent. Il y a le cas de Nathiabon aussi, puisqu'il y a eu une riposte. Et ils étaient en moto, mais ils ont riposté et ils ont tué donc l'assaillant. L'autre aussi en fuite. Ils ont mis donc l'autre en fuite. Ça dit qu'ils n'étaient pas dans l'ordre qu'on veut supposer. Parce que là, je pense qu'on se projette aussi dans une vision utopique, dans un calfeutrement, dans lequel aussi les terroristes veulent qu'on soit aujourd'hui. À la limite, ça dit qu'on ne fréquenterait plus le maquis, chacun restera terré chez soi, dans un bunker, chacun mettra des sacs de sable devant la porte. À la limite, pour venir à la RTB, il faudra passer un certain nombre de patrouilles avec des bunkers. Ça, c'est le jeu des terroristes qu'on fait. Mais qu'est-ce qui est la réponse idéale? C'est puisqu'on ne sait pas comment ils vont agir déjà. On ne sait pas comment ils vont venir. La preuve est que pour une route qui était connue donc, comme une route qui se mène sur l'international et qui est connue plus pour le grand banditisme, la zone pour les gens. Donc, cette mission était une mission de contrôle habituelle pour voir au moins qui passe. Vous avez une attaque de ce genre. La preuve est qu'on ne s'attendait pas à cette attaque-là. Donc, vous ne pouvez pas savoir quand ils vont frapper et comment ils vont frapper. La seule pertinence qu'il peut y avoir, c'est la riposte. C'est-à-dire que quand ils vont le faire, qu'ils aient en face ce qu'il faut. Je crois que Hyacinthe a raison de poser la problématique de l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. C'est assez important de le dire, mais en même temps, les équipements, ça va avec les moyens roulants. Et parce que c'est également un fait que l'on constate, hein, les patrouilles généralement sont à découvert. On peut imaginer que c'est un danger. Il va falloir peut-être, au regard de la situation actuelle, imaginer d'autres moyens de déplacement qui vont beaucoup plus protéger nos hommes. Parce que la riposte, c'est assez important, mais ça fait mal au cœur à chaque fois quand un policier ou un gendarme tombe par la faute des terroristes. Nous avons besoin de ces hommes-là pour nous protéger. Quand ce sont eux qui tombent, ça fait effectivement mal. Et je crois également que c'est une manière de démoraliser les troupes. Mais les deux vont ensemble, à mon avis. Il faut avoir des moyens conséquents pour la riposte. C'est d'ailleurs ce qui a prévalu à la situation de Théou, dont nous allons certainement parler. Mais en même temps, il faut protéger les hommes par tous les moyens parce que quand on écoute les policiers, les difficultés, c'est souvent les équipements. On parle des gilets anti-balles, on parle de tous les équipements de protection. Mais aussi, il ne faut pas exposer nos hommes parce qu'on ne sait pas à quel niveau se trouvent les bandits, comment est-ce qu'ils sont cachés. Surtout dans certaines régions comme l'Est du Burkina où il y a encore quelques forêts. Ce n'est pas la même chose que dans le Sahel, dans la partie nord du Burkina, où on peut voir venir l'ennemi de loin. Donc, il est assez important, en tout cas, que cette protection soit de mise. Et je pense que les spécialistes de la sécurité vont y penser parce que nous parlons ici. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas des spécialistes de la sécurité, mais nous avons également un mot à dire. Il faut protéger les hommes. Ça, c'est vraiment essentiel, à mon avis. Et puis ensuite, leur doter de moyens conséquents pour la riposte. Les deux vont ensemble. Oui, très rapidement. Un petit détail. Regardez un peu les missions onusiennes. C'est vrai que le Burkina n'a pas les mêmes moyens que l'ONU. Mais lorsqu'il y a des missions, vous avez quand même des véhicules de plusieurs types.
la protection des agents, à mon avis, est fondamentale dans une guerre. Si vous ne protégez pas vos hommes, mais ils ne pourront pas. Parce que des patrouilles à moto. Exactement. Vous avez des patrouilles à moto, vous avez des patrouilles avec les pick-up, comme on le dit, qui ne sont pas, voilà, c'est pas couvert. Ça veut dire que n'importe qui peut tirer sur les agents. Et puis bon, il peut y avoir mort d'hommes. Mais par contre, si c'est des véhicules qui leur permettent de se protéger, ça permet d'opérer une riposte rapide. Parce que pour riposter, il faut avoir un abri pour pouvoir le faire. Mais si vous êtes sur une moto ou bien pick-up découvert, comment vous allez vous préparer pour riposter? C'est extrêmement difficile parce que vous êtes surpris. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que de plus en plus, qu'on ait le réflexe, surtout quand nous sommes dans des zones difficiles. L'Est, tout le monde le sait, c'est une zone qui n'est pas aussi simple. Ce n'est pas comme à Ouagadougou. Le Nord, aujourd'hui, on le sait. Mais donc, je pense qu'il faut qu'on change quand même notre façon de gérer la chose. D'accord. On va rester toujours sur ce sujet lié à la sécurité. Vous l'avez dit tantôt, Déhou a connu une situation assez inédite également. Tout le poste de police, en tout cas, qui est sur place a fait, selon en tout cas le ministre en charge de la sécurité, un repli tactique avant de regagner le poste. Alors, comment vous analysez cette situation? Parce que, alors, en son temps, on avait parlé de désertion dans certains médias qui ont dit que, bon, voilà, tout le commissariat avec le commissaire en tête, avec ces éléments, ils ont quitté en tout cas le poste et beaucoup ont parlé donc de désertion. Le ministre, selon lui, il s'agit d'un repli tactique et d'ailleurs, les éléments sont répartis sur place. Oui, Hyacinthe. Je pense que ça rentre dans le jeu, en fait, dont on parlait tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a comme une volonté, en tout cas, de la part de ces individus-là, de scier le moral des troupes. Vous avez, dans le cas de Déhou, d'abord, cette victoire-là dont on parle, donc, avec l'assaillant tué, qui, donc, après, il y a eu comme un mouvement donc, de menaces sur les différents policiers qui étaient là, à la maison, des visites à la maison, et également des activités suspectes tout autour du commissariat, qui les a contraints à faire donc ce repli tactique. Aujourd'hui, c'est de ça il est question. Il n'est pas question, pour moi, juste pour dire un mot sur la question du roulement, je ne pense pas qu'un véhicule puisse rentrer dans dans certaines zones, en tout cas d'action de ces policiers. Donc, aujourd'hui, ils ont vu à un moment donné leur niveau leur vie menacée à un certain niveau qui nécessitait en tout cas un repli tactique. Restons sur le terme de repli tactique. Alors, selon certains médias, en tout cas, qui ont relayé cette information, les policiers ont senti qu'ils n'avaient pas, en tout cas, le matériel nécessaire pour en tout cas, leur vie était menacée. Leur vie était menacée, ça nécessitait donc ce repli tactique-là. Ils l'ont fait. Espérons donc que les mesures ont été prises avec leur redéploiement, parce qu'il ne faut pas juste les redéployer pour plaire à l'opinion, parce qu'il y avait un peu cette polémique qui s'était levée donc, sur soit la désertion, soit l'abandon de poste. Donc, il ne faut pas les ramener sur le terrain sans avoir pris en tout cas certaines précautions. Et comme on l'a dit ici, les précautions, c'est d'abord l'équipement et c'est aussi le renseignement. Il faut travailler à ce que, en tout cas, ces personnes-là puissent être informées en temps opportun pour ne pas être surprises, on touche du bois, par une certaine attaque. Oui, alors Paul je crois que le communiqué du ministère n'avoue pas qu'il y avait des déficits d'équipement au niveau de la police de Déhou. Parce que c'est ce qui a justifié justement ce que l'on a fini par appeler repli tactique. Selon les premières informations, le commissaire et ses 20 éléments ont décidé de quitter le commissariat de Déhou parce qu'ils étaient menacés, comme Hyacinthe l'a rappelé, après donc qu'un assaillant ait été abattu 10 jours plus tôt dans la même localité. Et ils ont décidé de replier parce qu'il y avait des menaces et ils sont conscients que les armes qu'ils avaient ne pouvaient pas être à mesure de faire face à une éventuelle attaque terroriste. Donc, ils ont replié. Alors, le communiqué du gouvernement vient dire clairement que c'était un repli tactique et qu'ils ont regagné le commissariat. Le communiqué n'avoue pas qu'il y avait déficit d'équipement et le communiqué ne dit pas non plus avec quoi sont-ils repartis à leur poste après ce repli. Est-ce qu'ils ont été conséquemment dotés pour être encouragés à reprendre le poste? Voilà donc autant de questions que l'on se pose. Mais ça pose en même temps... Selon le ministre, en tout cas, ils sont maintenant appuyés par une équipe de CRS et du matériel. Oui, c'est ce que le ministre a dit, mais en réalité, les policiers en question, est-ce qu'ils ont reçu les armes
dont l'absence avait motivé justement leur déplacement de Téou. Ça, c'est une question fondamentale parce qu'il faut être protégé conséquemment. Surtout, on ne peut pas envoyer des policiers, à mon avis, dans cette partie du Burkina, notamment la région du Sahel, qui est en proie à l'insécurité, avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur du danger qu'ils encourent. Parce qu'aujourd'hui, nous préférons bien évidemment avoir nos policiers qui sont en vie plutôt que de les avoir tués par des terroristes. Donc, c'est ça qui justifie un peu ce repli tactique qui est important. D'ailleurs, à mon avis, je pense que c'était un acte courageux de la part du commissaire de Téou avec ses hommes. Mais en même temps, vous l'avez rappelé, au moment où il quittait, il y avait la gendarmerie qui était toujours dans la localité. Il y avait même également les forces antiterroristes qui étaient un peu dans la zone. Donc, il y a en tout cas une présence des forces de défense et de sécurité. Mais il s'agit des policiers qui étaient menacés. Et certainement, les terroristes savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens pour faire face à une attaque. C'est pour ça qu'ils sont intimidés de la manière. Mais en même temps, il faut reposer le grand débat de la question de l'équipement des policiers. On ne peut pas envoyer des policiers dans la partie nord du Burkina avec les mêmes équipements, les mêmes pistolets, les PA ou les Kalachnikov qui ne percutent pas souvent que ce que l'on voit dans d'autres régions où l'insécurité est de moindre ampleur. À mon avis, tout policier qui va dans la partie nord du Burkina doit être conséquemment doté pour se protéger lui-même d'abord, ensuite de faire face à une éventuelle riposte. Donc, il y a pas mal de leçons à tirer de ce que l'on a fini par appeler repli tactique du commissariat de Téou. Maintenant, les grandes questions que l'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que les armements sont au rendez-vous maintenant au niveau de ces policiers pour qu'ils puissent faire face à d'éventuelles attaques. Ça, c'est important de le savoir. Oui, et Dabadi. Oui, je pense qu'effectivement, beaucoup ont évoqué la question des moyens. Encore une fois, que nos forces de l'ordre doivent disposer pour pouvoir mener leur mission sereinement sur le terrain. C'est vrai, mais au-delà de tous ces moyens, je pense qu'il y a un autre problème. Il y a des non-dits dans cette affaire et beaucoup de choses n'ont pas été dites, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que d'abord, il faut reconnaître qu'avant qu'il y ait cette situation, il y a quelques éléments de la gendarmerie qui avaient été d'abord élevés, qui s'étaient répartis. Et c'est suite à cela, justement, que ce commissaire et ces éléments ont décidé d'emboîter le pas à la gendarmerie. Alors maintenant, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a souvent des mésententes entre la police et la gendarmerie, ou est-ce parce que des moyens vraiment leur manquaient dans ce sens? Ben, la question reste là. Et je pense que l'autorité n'a pas suffisamment communiqué là-dessus, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Et on a juste dit que c'est un repli tactique, mais nous, on le sait. En matière de guerre, comme on le dit, tout recul, même stratégique, est une défaite. Et donc, moi, je pense que le problème est ailleurs. Il est très sérieux. Et je pense qu'il faut que nos autorités aient le courage de résoudre le problème de façon définitive. Parce que, voyez-vous, dans les zones où il y a la police et la gendarmerie, on a toujours assisté à ces genres de questions. Les deux se regardent. Lorsque la gendarmerie prend une décision, ce qui suit, c'est la police. Ou quand la police prend une décision, après, c'est la gendarmerie. Et donc, si les informations que nous avons reçues sont bonnes, je pense que c'est beaucoup plus lié à ces questions qu'aux questions de moyens dont on parle. Et je pense que le cas de Téou n'est que la face visible des icebergs. Parce qu'on se rappelle très bien que même au palais de Kosiam, il y a eu une mésentente entre les éléments de la police et ceux de la gendarmerie. On se souvient également de cette mésentente qu'il y a eu lors de la prise de fonction du nouveau ministre de la Sécurité entre les éléments des mêmes corps. Je pense qu'il faut véritablement que nos autorités regardent la situation en face, prennent le problème à bras le corps et trouvent des solutions. Et cela, je pense, c'est en définissant de façon claire et nette, sans ambiguïté, les missions, les limites de celle-ci, de sa corps. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de mésentente entre les deux lorsque ils se retrouvent sur le même territoire à mener des opérations. Donc je pense qu'en plus des questions de moyens dont on parle, il y a cet aspect qu'il faut prendre en compte. Cette rivalité en tout cas entre la gendarmerie et la police. Alors on va dire juste un mot sur le mouvement en tout cas des populations qui a été constaté également par certaines organisations internationales qui sont sur place. Le HCR, je crois, a parlé de mouvement de population. Selon le ministre, en tout cas, ce sont des déplacements de population venant, en tout cas, d'un pays voisin, parce qu'il y a eu en tout cas, une crise, voilà, au sein donc des villages de ce pays. Alors, juste un mot là-dessus.
Qu'en pensez-vous? Oui, on a entendu parler justement de ces mouvements de population, surtout des personnes étrangères qui écument la partie nord du Burkina. On a également eu vent de ce déplacement massif d'habitants burkinabés de cette région. On avance même le chiffre de 15 000 personnes déplacées de la partie nord du Burkina. Mais ce qui est important de dire, et ça a été reconnu et avoué par les autorités, en commençant par le ministre de la Sécurité, c'est que des écoles sont fermées dans la région du Sahel, notamment dans la province de Loudalan, parce que les enseignants ont quitté. En même temps que les policiers faisaient un repli tactique, mais les anciens ont quitté carrément. Et on est en train de tout faire pour gagner leur retour dans cette région pour que les écoles soient ouvertes. En tout cas, c'est autant d'informations que l'on a. Et ça interpelle aussi le gouvernement parce que il faut aller vite en matière de sécurisation de cette région du Burkina. Moi, je salue au passage l'idée du gouvernement de mettre en place le programme d'urgence pour le Sahel, le PUS, qui est en train d'être mis en œuvre progressivement. Je pense que c'est la bonne formule à travers laquelle on peut satisfaire, si vous voulez, rassurer les populations de la région du Sahel plus généralement afin qu'elles puissent également contribuer à lutter contre le terrorisme en restant sur place plutôt qu'en quittant la zone. On va écouter Hyacinthe sur la question. Alors, la question est assez délicate. Moi, je ferais le raisonnement naïf de croire qu'il y a une ruse dessus de la part du gouvernement, de laisser la question sur le plan donc des médias et de la résoudre sur le terrain. J'ose l'espérer parce que là, il y a urgence, il y a péril en demeure. Lorsque vous avez 15 000 personnes qui sont déplacées, qu'elles soient de l'étranger ou qu'elles soient du Burkina, ça c'est un débat, je pense, qui est laissé à la presse. Vous avez une centaine d'écoles fermées, soit 10 000 élèves dans la nature. Vous avez autant de dizaines d'enseignants qui ont donc dû faire eux aussi un repli tactique. Il y a péril à demeure. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui sont sur le terrain qui ont le sentiment qu'elles ne sont pas en sécurité et qui ont donc décidé de quitter la zone. Vous avez donc nécessité de répondre et de rassurer ces personnes-là. Je ne pense pas que le programme d'urgence tous les Sahel puisse être opérationnel et effectif s'il n'y a personne. Construisez un CSPS, une école, les populations ont fui. Donc je pense qu'il y a ce sentiment de sécurité-là qu'il faut nécessairement ramener et ça ne passe que par une présence en bonne et due forme de nos forces de défense et de sécurité et en tout cas un maillage déjà de cette partie-là qui est assez problématique. Je pense que c'est en cela que les populations seront rassurées, qu'elles pourront rester sur le terrain et qu'elles pourront profiter donc des retombées du programme d'urgence pour le Sahel. Je veux espérer qu'un travail est fait. Bien sûr, c'est dans le domaine de la défense et ce genre de l'opération, donc on n'en parle pas, on se rappelle encore de la sortie du général Sadou lorsqu'il disait donc qu'il ne savait n'avait pas le moyen ni de localiser ni d'attaquer Malam Diko. Quelques jours après, donc ils ont fait l'opération. Je veux espérer qu'il y a ce genre de manœuvre-là encore de la part du gouvernement pour en tout cas permettre aux populations du Sahel de vivre avec le sentiment de sécurité. D'accord, oui, Dabadi, juste oui, un mot. Je pense effectivement que ce n'est pas surprenant pour moi, parce que si par moment on a des forces de l'ordre qui sont censées veiller sur la sécurité des citoyens, font un repli tactique, écoutez, ne demandent pas aux citoyens ordinaires qui n'ont pas cette possibilité de se défendre, de ne pas, voilà, justement, de rester sur place. Donc, c'est dit clairement qu'il y a des écoles qui sont fermées, rien que sur la base de ça, quand on fait un calcul, et on se retrouve à peu près le chiffre qui est donné. Mais il faut aussi quand même dire qu'en fait, c'est une zone où les gens sont très mobiles. Voilà, parce que c'est une zone où beaucoup de gens élèvent, n'oublions pas cela. Et donc, je ne suis pas sûr que tous les déplacements dont on parle sont forcément liés directement à l'insécurité. Ça peut être lié à des questions de pâturage, ça peut être lié à la transhumance. Et ce qu'il ne faut pas oublier également est que les populations de cette partie et celles du nord du Mali, voilà, se fréquentent régulièrement. Donc ce sont les mêmes en réalité qui occupent cette partie, et si bien que des populations peuvent se déplacer du côté du Mali pour le Burkina et vice-versa. Et donc je pense que ça peut fausser un peu les calculs, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a un problème qui est là, qui est que des écoles sont fermées. Et ça, on ne peut pas quand même les nier. Et je pense qu'il faut effectivement que l'État revoie sa façon de sécuriser le Nord. Je pense qu'en plus des moyens financiers qu'il faut peut-être déployer, il faut mener un programme sérieux de déradicalisation de cette chose. Il faut mener un programme de ce genre. Parce que vous pouvez réaliser des infrastructures, mais si les gens ne se reconnaissent pas en ces infrastructures, ils ne vont pas les fréquenter. Vous pouvez construire un CSPS, ou un dispensaire. Si les citoyens
estiment que le fait d'aller dans ces CSPS-là constitue un problème sur le plan religieux ou autre, mais ils vont pas aller. Donc je pense qu'il y a des gens déjà qui sont radicalisés et il faut chercher à les déradicaliser. Tant qu'on n'aura pas un programme de ces gens, on aura beau injecter des milliards ou non, et je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir résoudre le problème de façon définitive. Au Mali, c'est exactement ce qui se passe dans la partie septentrionale. Les gens pensaient que c'est une région qui est vraiment totalement délaissée. Mais quand on fait un petit calcul, on se rend compte que des milliards et des milliards de francs ont été engloutis dans cette partie du pays. Mais c'est parce que les infrastructures réalisées ne correspondent pas aux besoins réels des populations. Vous avez des gens, par exemple, qui sont radicalisés, qui estiment que le fait de fréquenter les CSPS et autres constitue un haram, c'est un péché. Ou le fait d'aller dans une école constitue un péché parce que ce n'est pas l'arabe qu'on y enseigne. Vous voyez, donc je pense qu'il faut que d'abord nos autorités sont à mener effectivement un programme dans ce sens. Et avec la conjugaison des efforts, dont vous aurez un programme de déradicalisation, vous aurez maintenant la réalisation des infrastructures sur le terrain, vous avez les forces de l'ordre maintenant qui vont amener le combat face à ceux qui sont armés. Et c'est comme ça qu'on parviendra à stabiliser la zone et à stabiliser les populations et à permettre le développement et repousser les terroristes d'où ils sont venus. Ok, alors on va, en tout cas merci pour vos analyses concernant ce sujet. Je sais qu'il y a encore peut-être quelques personnes qui veulent intervenir, mais nous sommes pris par le temps. On va parler d'un tout autre sujet. On va parler de l'ancien parti au pouvoir, le CDP, donc, qui est confronté à une crise donc, de leadership, hein, on peut le dire ainsi. Alors, une crise qui implique le président par intérim du parti, le président de la commission ad hoc et le président statutaire, si on peut le dire ainsi. Donc, il y a eu un peu de bruit cette semaine avec des jeunes donc, qui ont manifesté donc, pour que les choses se passent comme, en tout cas, ils veulent. Alors, comment vous analysez, en tout cas, ce qui se passe actuellement donc, au sein de ce parti? Alors, la crise au CDP, à mon avis, n'avait même pas lieu d'être parce que si on avait simplement respecté les textes, on ne serait pas en train de parler de crise. Alors, pour rappel, il faut dire que le président du CDP, Idi Kombego, a été élu à la tête du parti en mai 2015. En temps, il y a eu le putsch manqué. Il a lui aussi connu un repli tactique. Il est revenu. Il a été arrêté, vous le savez certainement, il a été mis en prison pour 4 mois et quelques dans le cadre du putsch manqué. Ensuite, il est sorti, il a été totalement blanchi. Pendant son absence, bien évidemment, il fallait que le parti vive. C'est pour ça qu'on a imaginé un scénario où il fallait trouver un intérimaire qui n'était autre que le premier vice-président Achille Tapsoba, qui a assuré l'intérim avec brio, dit-on, parce que les résultats sont probants. On a également décidé de restructurer les structures de base du parti. C'est pour ça qu'une commission ad hoc a été mise en place, qui était présidée par Léonce Koné, qui était le deuxième vice-président, qui est le deuxième vice-président du parti. Et tout ça, ça s'est super bien passé au niveau du CDP, justement. Maintenant, là où le bas blesse, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on sentait qu'Idi Kombego était en train d'être blanchi par la justice, il y a eu des manœuvres qui ont eu lieu et on a modifié un peu des décisions pour dire que l'intérim devrait être assuré par Achille Tapsoba jusqu'au prochain congrès qui doit avoir lieu cette année 2018. Alors, si on s'était contenté de respecter les textes du parti, je pense que ce débat n'avait pas lieu. Il faut simplement remettre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire la présidence du parti à Idi Kombego. Maintenant, si aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des manœuvres pour que Idi Kombego ne revienne plus à la tête du CDP, il y a des questions que l'on se pose. Qui a intérêt à ce qu'il ne revienne plus à la tête du CDP? Et on se rend compte aujourd'hui qu'il est opposé dans cette dynamique à Achille Tapsoba et puis Léonce Koné, qui ont géré le parti à un moment donné, qui ont été acclamés et qui voudraient apparemment garder les rênes du parti jusqu'au prochain congrès, parce qu'ils estiment évidemment que Idi Kombego, s'il revient, eux, ils ne seront plus, ils vont plus jouer les premiers rôles dans le parti. Cela également s'explique par le fait qu'Idi Kombego ne fait pas mystère de son intention de renouveler le CDP. Parce que le plus rien ne sera comme avant, dont on parle beaucoup, devrait également avoir le droit de citer au niveau du parti. Idi Kombego ne fait pas mystère de son intention de rajeunir le parti. Il a une certaine classe politique en réalité qui doit partir. Donc c'est ça qui fait un peu les frustrations. Mais à mon avis, si on analyse froidement cette situation de crise au CDP, qui a été révélée au grand jour cette semaine avec
les échauffourées que l'on a connues au siège du parti entre les jeunes, parce que ce sont les mêmes jeunes qui se sont après confiés à nous. On a écouté en tout cas les différentes parties. Mais si on écoute et si on analyse froidement la situation, il s'agit simplement d'appliquer les textes du parti. Parce qu'aujourd'hui, Edi Kombogo, heureusement ou malheureusement, se trouve être sur le chemin de la légalité parce que c'est lui qui est élu président et son mandat court jusqu'en cette année 2018. Et en même temps également, il a une certaine popularité parce qu'il a toujours mobilisé partout où il passe. Maintenant, les questions que l'on se pose, qui a intérêt à ce qu'il ne reste pas président du parti? Voilà la grande question. Alors, selon en tout cas les deux dont vous parlez, le président intérimaire et le président de la commission ad hoc, ils ne s'opposent pas au retour de Achille, Edi Kombogo, mais surtout ils dénoncent des attitudes donc, de ce dernier. Alors comment vous analysez donc Hyacinthe, cette situation? Moi, je parlais de clash en fait entre des ténors du parti plutôt que de crise, parce que je ne pense pas qu'elle soit aussi profonde que cela. On n'est pas encore à ce stade de réforme interne. On est à un stade donc où une personne veut reprendre ce qu'elle suppose lui être dû. Mais aujourd'hui, moi, je me pose également la question à la suite de Paul Mikili de savoir pourquoi Edi aussi tient tant à reprendre la tête du parti avant le congrès. Si on prend les textes, il ne reste plus que, en tout cas, le congrès doit se tenir au plus tard en mai 2018. Donc, il ne reste plus que quelques mois à faire à la tête du CDP. Pourquoi tenir tant à prendre la tête du parti pour organiser le congrès? Pour peu que l'on se rappelle, en tout cas, il a été investi donc en 2015 alors qu'il n'était pas président du parti. Donc, s'il veut être investi, s'il a en tout cas des ambitions, je pense qu'il peut le faire. Maintenant, la question, on pose souvent la question sur le plan entre légaliste et légitimiste. Je pense que la question ici est mal posée sur ce plan. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un bureau politique national donc, qui a fait monter Achille Tafsoba comme président. On n'a pas eu de session du bureau politique national qui a donc fait dire à Achille, tu as fini ton mandat, rends-le, et il a refusé. Je pense qu'il faut qu'on soit dans ce tort d'esprit. Aujourd'hui, il n'y a pas de coup d'État interne dans le parti. Alors, vous avez un bureau politique national, en tout cas, qui, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu de révélation sur ces manigances-là. C'est des jeunes, plus ou moins, en tout cas, soit réclamés d'une personne, soit allés à un siège qui ont fait une esclandre pour donc réclamer qu'on remette à César ce qui est à César. Je ne suis pas sûr que tous ces jeunes-là même aient la carte du parti. Ça, c'est un autre débat sur le plan. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ils ont besoin, ces trois ténors-là, mais même les deux, plus que l'autre est juste président de la commission ad hoc, de s'asseoir et de trancher. Parce que là, on est à quelques mois du congrès. Pour moi, l'idéal, en tout cas, c'est qu'on attende le congrès, que le congrès tranche. Si Edi doit continuer, donc s'il doit révéler et continuer, il le fera. Sinon, ils ont assuré une transition qui a à terme, ils peuvent bien le faire. Maintenant, cela repose la question même de nos partis. Parce que moi, je pense que cela, quand je regarde un peu ce combat, c'est comme un combat entre une veuve et un orphelin sur un héritage. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, vous avez nos partis en Afrique du Maghreb, surtout au Burkina, sont liés à une seule personne, le premier responsable. Lorsque d'une manière ou d'une autre, il n'est plus à même donc d'assurer ses fonctions, il y a cette crise-là, ce genre de scandale entre les héritiers, entre les différentes. Vous avez donc d'une partie ceux-là qui sont là depuis 90, donc qui ont suivi les différentes évolutions du parti et tous les soubresauts qui ont tenu, donc qui sont considérés comme les militants de la première heure. Et vous avez les militants de la 25e heure qui sont arrivés donc en 2012. Plus ou moins cooptés par certaines personnes, donc à la tête du parti à cette époque, qui sont rentrés. Et donc, vous avez un peu ce débat-là, mais le premier responsable n'est plus là et plus ou moins ne veut plus trancher. Je pense que ce soit que vous prenez l'IPC avec Zéphiret, la DFRD avec Gilbert, le Faso Trouma avec Agbas et Ouedraogo, c'est le même problème. Si vous enlevez le premier responsable, qui d'une manière ou d'une autre ne peut plus continuer, vous avez un clash entre ceux-là qui doivent prendre la suite. Aujourd'hui, le CDP n'a pas intérêt à une scission. Ils ne sont pas dans ce... Parce que si une scission signifierait pour moi la mort du parti, en tout cas d'une partie du parti. Donc, il faut nécessairement trouver un terrain d'attente. Et pour moi, le bon terrain d'attente, c'est d'aller au Congrès et le Congrès va trancher. Oui, alors est-ce que c'est votre avis, Dabadi? Il faut aller au Congrès ou bien il faut résoudre le problème tout de suite, remettre à César ce qui est à César, comme ça a été dit précédemment au cours de cette émission? Pour moi, l'idéal, c'est de trouver une solution avant d'aller au Congrès. Sinon, le Congrès sera miné. Il ne pourra pas se dérouler dans de bonnes conditions si on y va comme ça. Non, je pense qu'en plus de ce que mes prédécesseurs ont dit, il faut reconnaître que le problème, à mon avis, est plus profond. En réalité, chacun de ces cadres du CDP rêve d'un destin national.
Et Blaise Compaoré n'étant plus aux affaires, c'est-à-dire à la tête du parti, mais chacun pense que le moment est venu de prendre la place du roi. Et du coup, mais ça crée un problème sérieux. Sinon, à mon avis, le problème ne se poserait même pas. Dans la mesure où Idi a été blanchi, le problème ne se posera pas. De facto, il vient, il prend son poste et puis voilà. Et il continue de gérer les choses tranquillement jusqu'à ce que le Congrès se tienne. Mais malheureusement, parce que comme les gens ne veulent pas lâcher, mais du coup, il y a un problème. Mais je trouve que le CDP gagnerait, à mon avis, à travailler, à implanter davantage, à revoir en fait ces structures qui ont été sérieusement laminées ces dernières années, à assister ces militants qui ont des difficultés, notamment ceux qui sont peut-être hors du pays ou ont des soucis judiciaires, etc., que de se livrer à ces querelles de chiffonniers. Comme ça, moi, j'appelle cela. Parce que je pense que 2020, c'est bientôt. Donc, si ce parti ne veut pas jouer un rôle d'accompagnateur à la présidentielle de 2020, il a tout intérêt à arrêter ce qui se passe et à travailler véritablement, à se trouver celui-même qui est capable de rassembler davantage les militants. Mais sinon, si on continue comme ça, c'est un boulevard que ce parti va ouvrir pour le MPP en 2020. Ça, c'est une évidence. Donc, je pense que le débat aujourd'hui est tel que même le Haut Conseil, vous avez vu les propositions, c'est pour dire à quel point il est difficile de concilier en fait les positions aujourd'hui. Le Haut Conseil n'a eu autre choix que de dire, de demander aux trois là de continuer à gérer jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la tenue du Congrès. Ça pose un problème quand même, il faut qu'on se dise la vérité. Soit Idi a été peut-être blanchi et il reprend la tête du parti, ou il ne le pas. Parce qu'on ne peut pas avoir un président et puis avoir son intérim à la fois. Ça n'a aucun sens, à mon avis, pour moi. Voilà, parce que quand même, lorsqu'on a su l'intérim, cela suppose que le premier responsable n'est pas là. Dès qu'il revient, il reprend son poste. À moins qu'on me dit qu'au CDP, il y a des lois spéciales peut-être qui permettent qu'on ait non seulement le premier responsable, ensuite son intérimaire. Vice, on peut comprendre, mais intérimaire, je pense que c'est quand même... Il y a bien un adage qui dit que quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Ça, c'est connu de tous. Idi Kombego a été blanchi par la justice. À mon avis, les CDP d'ailleurs gagneraient justement à le prendre comme une sorte de trophée parce que le parti avait été, entre guillemets, souillé dans l'affaire du putsch manqué à travers son président Idi Kombego qui avait été arrêté. Toute l'opinion avait à un moment donné estimé que le CDP était un peu le bras politique du putsch manqué, mais étant donné que la justice a blanchi totalement Idi Kombego, qui dit à qui veut l'entendre qu'il n'a rien à voir avec le putsch manqué, encore moins son parti politique, le CDP. Donc, à mon avis, il devrait être aujourd'hui présenté un peu comme un trophée de guerre et le CDP gagnerait justement à le positionner. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'au CDP, on a redéfini certains termes, notamment le terme intérim. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'intérim, ça veut dire que tu as un pouvoir, à un moment donné, ça finit. C'est que, voilà, à un temps donné. Ils ont redéfini également le terme ad hoc. Et Léonce Koné était le président d'une commission ad hoc. Ad hoc, ça veut dire que c'est un travail ponctuel que tu fais. Et le travail a été fait. C'est propre, ça a été salué par tous. Le Haut Conseil du CDP, justement, a fait une déclaration qui date du 9 janvier 2018 et qui a été récemment publiée. Je crois que c'est d'abord votre journal Le Pays qui a d'ailleurs publié ce document qui est assez clair, à mon avis, et qui dit clairement que par rapport à cette crise, le Haut Conseil s'auto-saisit, il est ici dans ses prérogatives, et la proposition qui a été faite justement, c'est que chacun occupe son poste statutaire en attendant le Congrès. Étant donné que Idi Kombego est sorti de prison, il a été blanchi, il continue, il a repris d'ailleurs à haranguer les foules comme à son habitude, il faut évidemment lui remettre son fauteuil de président du parti. Et Léonce Koné reste le vice-président, et Achille Tapsoba reste le premier vice-président, et Léonce Koné le deuxième vice-président du parti. Et on continue progressivement vers le Congrès. Mais ça risque de... c'est pas possible pour l'instant, ou du moins les uns et les autres ne veulent pas aller dans ce sens, parce qu'on estime que Idi Kombego à la tête du parti, les autres seront écartés après le Congrès. Donc on estime qu'il faut que les rênes du parti soient gardées par Achille Kombego. Là aussi table sur le fait que c'est eux qui ont maintenu le parti après donc justement ça c'est une vérité, le départ d'Idi Kombego qui a été longtemps à l'extérieur, qui est revenu, qui n'était pas président. Alors tout le travail de maintien en tout cas sur la scène politique du parti a été mené par je crois que cela leur a été reconnu. Ça, c'est vrai ce que vous dites. Cela leur a été reconnu d'ailleurs par les militants du parti à l'occasion de leur cérémonie de présentation de vœux. On a été tous témoins que Achille Tapsoba a été acclamé parce qu'il a
travaillé justement avec brio à maintenir la flamme du parti malgré la situation difficile. Il faut rappeler également qu'Edi Kombego a pris les rênes du parti à un moment où le parti était en difficulté. On venait de sortir d'une insurrection où le parti n'a même pas pu battre campagne, évidemment, et parce qu'il y avait trop de difficultés, sincèrement, que Edi Kombego a pris les rênes du parti, il faut le reconnaître également. Mais aujourd'hui, au-delà de ce que vous dites, il faut peut-être regarder les textes. Ce n'est pas parce que vous avez fait un travail formidable que vous méritez de rester président, vous mettez fin à l'intérim et puis vous restez président du parti. Aujourd'hui a été tripartité au sein du CDP. Non, les textes n'ont pas été tripartis, justement, c'est pour ça qu'il faut... Pourquoi ne pas attendre le Congrès pour trancher celui que le parti, les militants du parti l'intérim, justement? Non, l'intérim suit jusqu'au Congrès. Pour moi, tant que le bureau politique national, qui à un moment donné a décidé qu'il faut un intérim, n'a pas décidé qu'il faut mettre fin à l'intérim et pense qu'il faut aller au Congrès, qui doit décider le Congrès décider. Puisque avant d'aller au Congrès, il faut évidemment avoir cette réunion pour mettre en place le comité d'organisation et tout. Donc c'est là où le bas blesse, parce que cette rencontre justement n'arrive pas à avoir lieu. Elle était programmée la semaine dernière, elle est ramenée à cette semaine, il semble que ça doit avoir lieu mardi en principe, mais il y a des choses qui se passent pour que cette rencontre n'ait jamais lieu. Donc ça montre un peu une volonté affichée de Achille Tapsoba et de Léonce Koné de ne jamais avoir cette réunion parce que pour eux, il faut garder les rênes du parti jusqu'au Congrès pour continuer à jouer les premiers rôles. Mais ce qu'ils oublient certainement, c'est que les textes du MATD disent que le Congrès peut se tenir jusqu'au 31 décembre 2018. C'est l'année qui compte, ce n'est pas la date. C'est vrai que l'investiture c'était en mai 2015, et le mandat doit finir théoriquement en mai 2018, mais les textes prévoient justement qu'on peut aller jusqu'au 31 décembre 2018, c'est-à-dire, on a l'impression en tout cas que les uns et les autres sont en train de jouer avec le temps. Voilà toute la crise au CDP, il faut respecter les textes. Et puis il y a quand même un fait, je pense qu'Edi n'était pas président en 2015, quand il a été investi. Donc je ne pense pas qu'il y ait problème pour moi dans la présidence. Donc je pense le congrès de mai 2015, Edi il a été investi, qu'il a mis à la tête. Donc il peut tout sortir, il peut rebeloter en 2018. Je pense pas que, en fait, je pense qu'on mène un débat. Il faut la présidence à César, ce qui est à César, alors qu'on n'a pas encore défini. Non. Comme il veut, parce qu'on ne parle pas d'abord de candidature pour 2020, on parle de présidence du parti, même si on suppose que le président serait éventuellement le candidat du parti, mais on n'en est pas encore là. S'il veut rebeloter, il a la latitude de le faire donc à partir du Congrès. Pour moi, il faut en tout cas, lorsque vous avez une situation ainsi, on parle souvent de... Il y a une supputation autour de ce qu'il peut y avoir comme manœuvre, même si on n'a pas encore la pleine mesure de qui manœuvre et qui ne manœuvre pas. Aujourd'hui, vous avez une situation où, en tout cas, il y a un bureau politique national qui a pris une décision, qui n'a pas pris une décision contraire, et on veut quand même imposer notre décision. Je pense qu'il y a le Congrès qui est là. Allons au Congrès et le parti va décider. Les militants ont une voix dans ce Congrès. Qui doit convoquer ce Congrès? Merci. En tout cas, on a tous compris les positions des uns et des autres sur la question. On va parler voilà, d'un tout autre sujet. Alors, l'actualité au plan national cette semaine a été marquée aussi par cette sortie du M21, alors, qui a plaidé la réconciliation nationale. Alors, c'est un mouvement, en tout cas, qu'on avait l'habitude de voir sur la scène, en tout cas, politique, ou on va le dire, sur la scène de la société civile au Burkina Faso. Alors, Marcel Tankwano et ses camarades semblent avoir, en tout cas, changé de registre. Quand on les entendait, c'était pour critiquer, dénoncer. Alors, est-ce que vous avez ce sentiment que c'est comme l'a titré notre confrère Lobs? Alors, c'est un... On retourne la veste, c'est votre sentiment, Yacine, très rapidement? Alors j'ai plutôt le sentiment, en tout cas, d'une leçon de vie que nous donne Marcel Tankwano et ses hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous avez en tout cas plus ou moins le pouvoir, il faut éviter d'avoir des positions tranchées, des positions extrémistes, parce que vous ne savez pas, comme on dit, donc l'avenir, de quoi est fait l'avenir. Aujourd'hui, après avoir donc jeté l'anathème sur la CODER à l'époque, je me rappelle encore de Marcel Tankwano arrêté au carré des martyrs, donc je pense le 20 avril 2017, donc, lorsque le CDP était revenu la CODER plutôt était revenu d'Abidjan, qui dénonçait donc depuis le carré des martyrs cette attitude de la CODER et qui disait qu'il ne peut pas y avoir une autre institution, un autre organe autre que le Ashkroun pour porter la réconciliation et que ceux-là qui brandissaient la réconciliation donc voulaient se couvrir d'une impunité. Aujourd'hui, touché par peut-être le temps de carême chrétien, il est revenu à des meilleurs sentiments. Il est
en tout cas enclin à aller à la réconciliation nationale. C'est la preuve qu'il ne faut pas avoir de réconciliation. Je ne peux pas, de prime abord en tout cas, jeter l'anathème cette fois-ci sur lui, moi aussi. Donc il faut lui donner en tout cas le temps d'observation. Observer jusqu'où va la crédibilité de leur coalition nationale pour la justice et la réconciliation, jusqu'où elle va être portée, donc elle va pouvoir porter. Parce que pour moi, on n'aura jamais aussi de candidat, de porteur idéal de cette dynamique de réconciliation. Il y aura toujours de quoi redire de cette personne qui sera en avant. Donc, pour peu que certaines s'engagent, il faut les laisser faire, les observer, parce qu'il faut éviter de... Pour moi, finalement, après avoir, en tout cas, on a tout entendu de la CODER, on a même vu à l'époque le démenti on avait donc de la présidence du Faso sur le fait que le président du Faso serait donc engagé en faveur de la démarche de la CODER. Aujourd'hui, on a le même président qui a reçu le mémorandum donc de la CODER. On connaît la démarche de la CODER. Je pense qu'elle passe par une justice et par la réconciliation et avec en ligne de mire donc un forum national de réconciliation. Vous avez autant d'acteurs qui étaient opposés au départ au principe qui prônait la CODER, qui aujourd'hui plus ou moins se ramène donc à la CODER. Je pense qu'il ne faut pas nous aussi jeter l'antenne sur ces personnes-là. Il faut les observer et plus ou moins aller donc à la réconciliation. On va voir si Dabadi analyse la situation de la même façon. Oui, okay. Zumbara. Non, c'est vrai que effectivement le M21, la position du M21 peut paraître ambiguë par rapport effectivement à ces sujets d'actualité. Parce que c'est un mouvement qui a toujours des positions assez tranchées lorsqu'il s'agissait de parler d'un certain nombre de sujets comme celui des victimes du putsch ou même de l'insurrection populaire. Mais de là à soupçonner ce mouvement d'avoir changé de veste, je ne pense pas. C'est un pas que je me garde de franchir. Je pense tout simplement que le temps a dû faire son effet parce que, voyez-vous, ce mouvement, comme on l'a dit, a quand même été aux avant-postes pendant les moments chauds, notamment pendant l'insurrection populaire. Et lorsque le MPB est arrivé au pouvoir, ce sont des mouvements qui pensaient que Roch-Marc Christian Kabore allait réussir d'un coup de baguette magique à transformer le Burkina. Alors 2 ans après, on se rend compte que ce pouvoir n'arrive pas à le faire, n'arrive pas à répondre véritablement aux préoccupations des Burkinabés. Et quand on fait une analyse sans complaisance, un diagnostic sans complaisance, on se rend compte que l'un des facteurs qui fait que le pouvoir actuel n'arrive pas à relancer l'économie est que le système, l'ancien système, est toujours en cours. Et que l'autre situation est que le pouvoir économique est entre toujours les mains des anciens dignitaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naturellement, si on veut un réalisme, travailler à ce qu'il y ait effectivement réconciliation pour que ceux qui détiennent les moyens aujourd'hui économiques puissent participer. On a compris votre position. Donc je pense que... Il nous reste à peu près 3 minutes pour terminer l'émission. Je pense que le discours que tient Marcel Tankwano aujourd'hui est tout à fait étrange de ce qu'il tenait de par le passé, comme l'a rappelé Yassine Sanou, parce que moi je suis particulièrement étonné d'entendre Marcel Tankwano parler de réconciliation. Et encore plus, il est en train de créer en tout cas une 3e structure en matière de réconciliation si on doit considérer le HCRUN et la CODER qui existent déjà. Donc, on peut dire que peut-être que, comme Yassine l'a dit, les temps ont changé et il a également pris conscience que le développement du Burkina ne peut pas ne pas passer par la phase de la réconciliation. Parce que dans un passé assez récent, il était assez tranché sur la question des insurgés, des victimes de l'insurrection. Pour lui, il fallait tout de suite aller à la justice, il faut condamner tous ceux qui ont machin, il faut même éviter que certains s'expriment. À un moment donné, on sait très bien que la tension était vive entre lui et le docteur Ablassé Ouedraogo qui s'était mis en avant-poste de cette réconciliation à travers la CODER qu'ils ont fondée il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, bon, évidemment, on dit que tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Je pense que Marcel Tankwano a compris, évidemment, et il change. Il a un langage beaucoup plus tempéré. C'est motivé, selon vous, ce changement? Oui, ça peut se comprendre parce qu'on a compris qu'on n'évolue pas. Je pense que beaucoup de Burkinabés ont compris que sans cette question de réconciliation, on n'évolue pas. Il y a la méfiance les uns vis-à-vis des autres. On est dans un surplace et on n'évolue pas. Le Burkina ne se développe plus. Il faut évidemment franchir un certain pas. Il faut qu'on se parle véritablement et pour construire ce pays. Je pense que c'est ce langage que chacun devrait comprendre parce que et même au niveau des acteurs politiques, ce n'est pas aussi tranché qu'au niveau des ESC et tels qu'ils le font. Chacun défend à un moment donné une chapelle, mais à un moment donné, il faut lâcher de l'Est pour regarder l'avenir du pays. Et je pense que Marcel Tankwano est dans ce registre-là
et il doit poursuivre, à mon avis, dans ce sens. Et peut-être que d'autres OSC qui étaient très, très tranchés vont lui emboîter le pas afin que les Burkinabés puissent véritablement se parler et pour envisager ensemble l'avenir. D'accord. En tout cas, il est midi. Nous avons donc épuisé notre temps d'antenne, même si nous n'avons pas commencé à midi, à 11h comme prévu. Alors, pour des raisons de programme, voilà, c'est un repli tactique. On va certainement revenir sur ce sujet de Jacob Zuma très prochainement. On en avait parlé donc la semaine passée. Donc, voilà. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission et à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Restez en compagnie de nos programmes.